Bonjour à tous. Je crois qu'on va pouvoir commencer parce que je vois qu'il est l'heure. Je vous remercie d'être venu. Je ne m'attendais pas à faire ça le comble. Donc, je suis vraiment content. Donc je pense que si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que vous avez un intérêt certain, soit pour la boxe, soit pour le sport de manière générale. Il faut savoir que lundi dernier, entre deux œufs de Pâques, j'ai mis un disque qui me plaît particulièrement, Getz Gilberto. Donc pour les connaisseurs, c'est vraiment un standard parmi les standards. Et je vois un collègue qui sourit parce que je sais qu'il a la référence. C'est vraiment un standard parmi les standards dans les albums de jazz et surtout de bossa nova. Donc au moment où j'ai mis ce disque, moi j'étais en train de travailler sur le Rex d'aujourd'hui. Et en bruit de fond, en fait, il y avait le saxophone de Stan Getz qui se mêlait à la douceur de la voix de Jean Gilberto. Vous savez, Jean Gilberto, c'est vraiment le maître de la bossa nova. Et, euh, et en fait, ce qui fait la singularité de la bossa nova, c'est vraiment, déjà, au-delà de la richesse harmonique qu'on peut retrouver dans ces chansons-là, c'est vraiment la douceur qu'on peut retrouver dans la voix de Jean Gilberto. C'est vraiment ce qui fait la singularité de la bossa. Donc, il faut savoir que dans les années 50, à Rio, il y avait un quartier qui était extrêmement à la mode. C'était Copacabana. C'est à côté d'Ipanema pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Rio. Et donc, il y avait une telle demande que les promoteurs immobiliers ont fait construire énormément de bâtiments pour pouvoir loger tous les habitants de Rio dans ces immeubles. Néanmoins, malgré l'émergence d'une classe moyenne au Brésil, il se trouve que la majorité des habitants de cette ville n'avaient pas les moyens d'acheter de grandes maisons bien confortables à Copacabana. Donc il fallait faire un choix. Soit vivre à Copacabana, mais dans un petit endroit, soit vivre dans un autre quartier, dans un appartement un peu plus grand. Donc il se trouve que les appartements, vu le contexte, ils étaient construits. Sauf que le micro ne fonctionne plus. J'ai été censuré. Ah, c'est bon. Merci. Merci la régie. Les appartements étaient construits donc en masse, mais il fallait construire des appartements un peu plus petits parce que voilà, fallait répondre quand même aux besoins et surtout aux moyens des cariocas, donc des habitants de Rio, pour pouvoir les loger là-bas. Donc il y a un problème qui se pose, c'est que les appartements étaient petits et les cloisons étaient très fines entre les appartements. Donc les artistes qui n'étaient pas encore professionnels à l'époque, quand ils rentraient du travail, ils prenaient leur guitare, ils jouaient un petit air de musique, sauf qu'il fallait vraiment chanter tout bas, jouer tout bas, parce qu'il ne fallait certainement pas déranger le voisin. Donc vous imaginez bien que jouer dans la rue ou dans une salle de concert, là où une musique doit à peine suggérer certains mots, puisqu'on est vraiment, vraiment dans quelque chose de très discret, donc une fois de plus de très très bas, de très très doux, c'était pas possible. Mais l'avantage de cette situation, c'est que là, en fait, on tenait déjà un petit peu la singularité de la bossa nova. Donc, l'une de ces singularités-là, en fait, elle s'est faite à ce moment-là parce qu'il y avait une contrainte historique et une contrainte économique. Sauf que dans la même décennie, il y a une technologie qui est arrivée, ou en tout cas qui a traversé les frontières de l'Amérique latine et du Brésil. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, c'était pas le cloud, pas d'idée. En fait, c'était l'amplification. L'amplification, dans les années 50, n'était pas encore massivement adoptée à Rio. D'accord. Donc, au moment où elle a commencé à arriver, il y a Jean Gilbert, donc le père de la bossa nova, qui s'est dit ah, mais je crois qu'il y a moyen en fait, de vraiment connaître la bossa nova parce qu'on ne va plus être limité par la caractéristique de notre chanson où en fait, on chante tellement bas que, hormis chanter dans son salon, dans sa chambre, personne ne nous entendra. Donc, Jean Gilbert, qui vit à Bahia, il descend avec ses valises, il va à Rio, il va chez un ami pour enregistrer une chanson, qui est aussi son ingénieur son. Et son ami lui dit, dis donc Jean, est-ce que tu veux pas chanter un peu plus fort, on t'entend pas. Suite à quoi Jouan lui répond, bah tu vois, maintenant il y a des amplificateurs. Si tu veux m'entendre plus fort ou si les gens veulent entendre davantage ma voix, il suffit de monter le son. Alors pourquoi cette anecdote, me direz-vous? Parce que ça n'a aucun rapport avec le sport. Mais j'y viens, j'y viens, j'y viens. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote parce que c'est une anecdote qui démontre que la technologie s'est mise au service de l'art et de l'humain et non pas l'inverse. Vous voyez, il y a eu la musique et les artistes et par opportunisme, les artistes se sont rués sur cette technologie d'amplification. Cette idée me plaît parce que elle incarne et elle s'articule vraiment autour d'un cadre et d'une valeur qui nous est chère chez Devoteam, c'est le hit.
Donc H pour Humanity, E pour Engineering, enfin du coup c'est un I en anglais, quand même, voilà, vous avez compris. Euh, E pour donc Engineering, A pour Art et T pour Technologie. Et donc nous, quand on a voulu investir les sujets liés au sport, on n'a jamais perdu de vue la notion selon laquelle l'athlète qui est responsable de ses performances, qui est l'artisan de ses performances et donc de son art, devait être au centre de notre démarche. Parce qu'on voulait respecter ce cadre de travail qui est donc le HIT. Donc vous avez compris l'acronyme, je ne vais pas revenir dessus. Et donc c'est pour cette raison que nous, en fait, qu'on a voulu construire la patate connectée et qu'on a voulu s'inscrire vraiment dans cette mouvance de la recherche du geste parfait, on n'a pas oublié d'intégrer et de mettre au cœur de notre démarche des athlètes qui sont Megan Amouri, donc double championne du monde de savate de boxe française, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur scène, et donc Kevin Elesadjo également, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il avait probablement mieux à faire, je ne sais pas. En tout cas, il a eu des contraintes, mais il nous a quand même bien aidé. Il nous a quand même bien aidé pour avancer sur le sujet. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis fier de vous présenter notre quête de la recherche du geste parfait. Et vous allez voir que l'introduction était, je pense, pas inintéressante, même si j'ai pris un détour pour vous montrer dans quelle démarche on s'inscrivait pour traiter tous les sujets qui étaient liés au sport. Donc moi, je vais me présenter maintenant, avant que vous puissiez croire que je vais sortir une guitare et jouer de la bossa. C'est absolument pas le cas. Donc moi, c'est Erwan Benek, je suis consultant chez Devoteam. Avant ça, j'ai eu une première vie qui a eu de l'importance, puisqu'elle a pris pas mal d'années dans ma vie. Voilà, j'ai passé quelques années à l'INSEP, j'ai eu quelques titres de champion de France, quelques sélections, mais je suis vraiment resté ce qu'on appelle dans le haut niveau. J'ai jamais atteint le très haut niveau. Euh, avec les années, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je pense qu'il y avait certaines choses que j'avais pas vraiment captées. Donc, dans l'athlétisme, juste pour que vous puissiez vraiment contextualiser les choses et comprendre les enjeux de ce qui se fait, il y a 3 points qui sont très importants techniquement. Donc, premièrement, c'est la pose de pied, ensuite l'engagement du bassin et le cycle avant. Il se trouve que quand j'avais à peu près 15-16 ans, à l'entraînement, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit: Je t'ai vu courir à ta peloton de compétition, mais c'est étrange parce que tu attaques talon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, attaquer talon, ça veut dire que en fait, quand je vais attaquer le sol, mon pied, il va plutôt attaquer par le talon plutôt que d'attaquer par la plante de pied. Donc après, c'est mathématique. Si moi j'attaque par le talon, forcément, le temps de contact au sol va être 2 fois plus long parce qu'il y a 2 appuis. Et là, je me suis dit: ah ouais, pourquoi je n'y avais pas pensé avant? C'est vraiment quelque chose. Enfin, ça peut tomber sous le sens comme ça, mais je me suis dit, en fait, je tiens quelque chose là. Et donc pendant l'année qui a suivi, moi, j'ai vraiment fait tous mes footings, toutes mes gammes, tous mes gestes techniques en essayant d'attaquer sur la plante de pied. Alors c'est très dur parce que du coup, les muscles qu'on avait l'habitude d'entraîner, eh ben, ils servent moins et il faut solliciter des muscles qu'on n'a jamais eu l'habitude d'entraîner. Donc là, pour le coup, bah, c'est vraiment les mollets, c'est au couré plante. Si vous rentrez chez vous en footing ce soir, bon, je ne pense pas que ce soit votre cas, mais lors de votre prochain footing, essayez. Vous allez voir, si vous n'avez jamais fait ça, c'est sûr et certain, le lendemain, vous n'avez plus de mollets. Donc j'ai fait ça pendant un an. Et il se trouve que l'année qui a suivi, donc après un an, voilà, c'était les championnats de France qui arrivaient. Moi, je devais être classé dans le top 30 des Français avant ça. Et ben, après avoir appliqué ça pendant un an, et je sais, l'histoire paraît belle, hein, ça paraît presque faux, mais je vous invite à regarder mon palmarès si vous ne me croyez pas. J'ai gagné mon premier titre de champion de France. Parce que techniquement, j'avais capté quelque chose, parce que techniquement, quelqu'un, à un moment donné, m'avait dit: bah tiens, Erwan, ta technique, elle est pas top top, fais comme si, et peut-être que ça marchera. Et effectivement, ça a marché, d'où l'importance du geste. Néanmoins, il y a 2 points que moi, je n'avais pas compris, donc c'est l'engagement du bassin et le cycle avant. Donc l'engagement du bassin, c'est-à-dire que voilà, faut avoir l'impression de courir sur un rail avec le très vers l'avant pour pouvoir aller plutôt de manière horizontale plutôt que verticale. Et ça, j'ai découvert quand je suis arrivé à l'INSEP à 18 ans. Sauf qu'en fait, j'étais déjà beaucoup trop vieux, entre guillemets, j'avais pris de mauvaises habitudes et j'ai jamais pu mettre ça en pratique, contrairement à d'autres partenaires d'entraînement comme Pierre-Ambroise Boss, René Lamotte, qui eux faisaient ça à merveille. Et donc, c'est ce qui m'a séparé du très haut niveau. Et donc, avec le recul, quand je repense à l'échec de ma vie, euh, je me dis que euh, potentiellement, si j'avais eu des données à disposition,
pour comprendre que mon positionnement est mauvais, de la data à disposition pour comprendre que si je gagnais peut-être 2 ou 3 degrés de plus sur l'ouverture de ma foulée, au final, sur 800 mètres et je ne sais combien de foulées, peut-être que je gagnais 4 dixièmes de seconde, bah, peut-être que ça m'aurait aidé à atteindre le très haut niveau. Je dis peut-être pour ne pas paraître trop présomptueux et pour ne pas trouver des excuses, mais en vrai, c'est une conviction. C'est une conviction que j'ai. Et donc, quand je suis arrivé chez Revolve, ou devrais-je dire chez Devoteam, euh, quand je suis arrivé chez Devoteam, j'ai senti qu'il y avait de l'espace pour pouvoir explorer un petit peu tout ce qui se fait au niveau du sport. Ou en tout cas, on m'a laissé cet espace. Et du coup, je me suis... La régie. Voilà, c'est bon, merci. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, j'ai envie d'aider mon prochain, entre guillemets. Euh, j'ai envie de faire en sorte que, moi, l'approche que je n'ai pas pu avoir, j'ai envie de voir si, en fait, je peux peut-être pas dupliquer ça, ou en tout cas créer cette opportunité-là pour d'autres athlètes. Et donc, c'est là qu'on a créé la patate connectée avec Megan Amoury, double championne du monde de boxe française, et Kevin Elessaggio, triple champion d'Europe de boxe anglaise. Parce qu'une fois de plus, on place l'athlète au cœur de notre projet. Et maintenant, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Megan Amoury, double championne du monde de boxe française. Est-ce que vous pourrez applaudir? Non, je rigole. Donc, Megan, merci d'être venue, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà te présenter, nous parler des spécificités de ton sport? Ouais, complètement. Alors, moi, c'est Megan Amoury, j'ai 28 ans. Je suis athlète de haut niveau depuis une dizaine d'années. J'ai commencé ma pratique à l'âge de 11 ans, donc ça y est, ça commence à faire. Donc, me concernant, je suis championne de France, enfin 3 fois championne de France, 2 fois championne du monde et 1 fois championne d'Europe de ma discipline, la savate boxe française. Notre particularité, c'est qu'on a une chaussure. Cette chaussure, on l'appelle tout simplement la savate et elle va nous permettre d'aller toucher des points assez sensibles qui sont le plexus, le foie, la rate, les genoux, la gorge. Les points vitaux. Les... Ma particularité entre guillemets, c'est que moi je fais du combat, donc on a on a deux disciplines, l'assaut où les coups ne sont pas portés et où c'est très technique et virtuose et assez spectaculaire, et le combat qui est spectaculaire aussi, mais l'objectif étant d'être le plus efficace possible et mettre KO son adversaire, enfin du moins d'essayer. Voilà, ça c'est ma casquette sportive et forcément je travaille à côté parce que ma passion ne me nourrit pas. J'ai la chance de travailler pour ma discipline, donc je suis agent de développement de la Ligue Île-de-France de savate boxe française. En gros, je chapeaute les stages, les formations, les compétitions, voilà, et beaucoup de bénévolat à côté. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé d'une anecdote sur les origines de la savate, tu sais, avec les marins. Je pense que très peu de gens sont au courant de cette anecdote dans la salle. Est-ce que tu pourrais en reparler? Ouais, alors la savate, ce qui est bien, c'est qu'elle a suivi notre histoire un peu en France. Et donc, on a commencé du côté de Marseille avec le chausson marseillais, on appelait ça. Et donc, les marins aimaient être sur des duels ou des combats sur le bateau. Et puis, puisque le bateau tanguait, ils avaient des techniques un peu comme la capoeira où ils devaient prendre appui au sol et puis commencer à lever les jambes pour faire des techniques tout simplement pour toucher. Et donc notre discipline a évolué avec le temps. On a aussi la canne de combat. Donc c'est les années un petit peu Arsène Lupin où on avait vraiment une discipline plus aristocratique, un peu plus noble. Et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, qui est régulièrement au stade Coubertin. Coubertin, pardon. Merci Mégane. Petite parenthèse, je crois que la saison 3 d'Arsène Lupin est en préparation. J'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, donc là les anecdotes que tu nous donnes, c'est vraiment un tout petit échantillon de tous les échanges qu'on a pu avoir pour construire la patate connectée. Et peut-être que je te laisse un petit peu nous parler de la patate connectée pour savoir comment on a développé la chose et surtout qu'est-ce qui est intéressant pour toi sur les deux aspects qui font notre démo d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que notre discipline en boxe, donc on a plusieurs styles techniques, on a plusieurs styles de défense. En boxe anglaise, on va avoir des coups qui vont être uniquement à la face.
Donc ça enlève toute l'incertitude des touches pieds qui peuvent arriver sur les côtés. Donc on va avoir un mode de défense qui va être des mains peut-être un peu plus basses. On va jouer un peu plus avec les épaules et nos appuis. Alors qu'en boxe française, on utilise les pieds, donc il faut à la fois défendre au niveau des jambes, mais il va falloir aussi défendre au niveau de la garde, au niveau des poings. Donc notre posture est complètement différente et notre engagement aussi. Ce qui est intéressant au niveau de la patate connectée, J'adore ça. j'adore moi aussi, c'est qu'on va pouvoir analyser toutes ces différentes postures et déterminer, avoir des critères si on est un peu plus boxe anglaise, un petit peu plus boxe française, une garde à la Mayweather ou pas. Alors effectivement, il faut savoir que quand on a commencé à développer la patte connectée, donc très vite on s'est dit qu'on allait scinder l'approche autour de deux axes fondamentaux dans la boxe, donc la force forcément parce qu'au bout d'un moment il faut coucher l'adversaire, et la défense parce qu'au bout d'un moment il faut se défendre. Donc Kevin Elesadjo qui a travaillé aussi avec nous sur ce projet-là, pour lui, étant donné qu'il fait de la boxe anglaise, l'aspect qui était le plus intéressant, c'était vraiment l'aspect défensif, parce que ça permet aussi d'analyser ses adversaires, et parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment très formatés en termes de défense. Il y a des patterns qui reviennent assez souvent, et donc pour lui, c'était la partie peut-être la plus intéressante. Et donc pour toi, la partie la plus intéressante en termes d'analyse, c'était peut-être plus l'aspect force, vraiment. Oui, alors c'est vrai que la percussion a un grand impact. Nous, c'est un critère de réussite pour gagner et pour performer, tout simplement. Euh, Plus on va impacter, on va dire, fort à certains endroits, c'est-à-dire les jambes ou la tête, plus la posture de garde et les techniques de l'adversaire va changer. Et donc, c'est ça qui est très important et à prendre en compte. Alors, juste pour vous sachiez comment ça fonctionne derrière, donc pour mesurer la force, donc en fait, c'est de l'IoT. Nous, on travaille avec un accéléromètre et on a un algorithme qui va transformer donc, les vibrations qu'on va capter donc, en force. Et pour la partie donc, défense, qu'on doit détecter la position de garde donc, du boxeur. Donc nous, on a développé un modèle de computer vision qui se base sur 17 points pour calculer les ratios entre la position du cou, la position du poing par rapport au regard. Vous voyez, par exemple, on peut assez facilement voir qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si la qualité est très bonne pour vous derrière, mais on détecte le regard, typiquement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est sur ce point spécifique, on va essayer de calculer aussi lorsqu'une garde est détectée. Par exemple, le peek-a-boo, c'est quelque chose d'assez classique dans la boxe. On va avoir les points qui vont se mettre juste sous le regard. On va calculer des ratios pour savoir si la qualité et si la posture est au rendez-vous ou pas. Sachant que nous, notre bench et le modèle qu'on a entraîné, il s'est fait donc avec Kevin Elesadjo, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc là, je vous propose de prendre un peu plus de hauteur. Donc vous voyez que notre application, elle se divise. Un, deux, c'est bon, super, merci. Donc en trois socles bien distincts. Donc premièrement, le computer vision, hein. D'ailleurs, si vous allez sur le stand, c'est un petit peu le parcours qu'on vous propose. Vous vous mettez devant notre caméra. Nous, on va détecter quelle est votre garde. Sur notre base de données, on va réussir à faire la relation entre le nom de votre garde plus le nom d'un boxeur célèbre qui était réputé pour avoir ce type de garde-là. Deuxièmement, vous allez frapper dans le sac de boxe. C'est un peu la partie la plus intéressante si vous ne faites pas trop de boxe, parce que c'est ce qui va être le plus parlant pour vous. Et donc là, on va calculer votre score comparé à la force de Kevin. Donc le but, c'est de le battre. Et donc troisièmement, nous, on a un écran qui s'affiche pour que vous puissiez avoir tous les retours sur votre performance. Donc voilà, donc ça, c'est le dashboard sur notre stand. Donc ça ressemble à cela, vous voyez. Donc avec le petit classement. Bon, là, c'était des tests, mais je vous invite à aller sur notre stand pour essayer. Ah oui, 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 c'est vrai. Exactement, ça, ça correspond à la réalité. Mais allez voir quand même, parce qu'il y a eu des mises à jour depuis. Un nouveau patch. Et essayez d'être dans le top 10. Vous allez voir que c'est pas si simple parce que voilà, il y a eu pas mal de patates de forain aujourd'hui.
Donc avant d'entrer dans le top 10, c'est pas facile. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez le style. Donc vous voyez, une fois de plus, on en revient au style dont je vous parlais au début. Le style de votre défense, si c'est plus ou moins bien, et ben, il s'affiche ici aussi. Et le calcul se fait par rapport à la défense qui a été détectée. Donc si vous êtes sur une garde haute, une garde basse, voilà, tout ce genre de choses, le calcul se fait par rapport à ça. Et donc aux 17 points qui sont reconnus sur le corps humain par rapport aux articulations et aux ratios. Donc, voilà. Euh, Néanmoins, là, on était vraiment sur un aspect très gamification, si je puis dire, parce que voilà, c'est le salon. Il fallait qu'on attire du monde sur notre stand pour récolter des adresses mail. Donc, on a vraiment fait en sorte que les choses soient ludiques. Mais si on se projette sur une dimension un peu plus sportive dans le sens professionnel, on peut voir qu'on peut exploiter ce dashboard pour en faire quelque chose et pour aider donc, les boxeurs professionnels à s'améliorer au quotidien. Est-ce que tu valides? Of course. Oui, c'est vraiment un aspect qui, moi, m'a intéressé et m'a interpellé dans le sens où, en tant qu'athlète, on a des tests qui sont réguliers en début de saison, au milieu, après les combats, pendant, enfin tout le temps, en fait. Ça va nous permettre de connaître un petit peu nos états de forme, nos pics de forme et aussi nos baisses de régime. Et surtout, avoir nos progressions. Alors, on va avoir un panel de tests physiques, les lucs légers, la course, tout ce qui est magnifique. Et c'est un vrai bonheur de le faire. On va avoir les tests aussi techniques. Et c'est là où c'est très intéressant. Dans mon cas, où la salade boxe française était une discipline très technique, où on touche uniquement qu'avec le pied. Et pour toucher avec le pied, forcément, il y a beaucoup de pratique, il y a un ancrage et une répétition technique, mais il y a aussi un aspect, je dirais, bioméca, où il va falloir, sans partir dans le détail, mais engager le talon, les hanches, avoir une notion de distance, etc. Donc, ces applications qui vont nous permettre, et ces logiciels qui vont nous permettre de vraiment avoir de la data, de la donnée pour comprendre nos mouvements, nos postures, pardon, et, euh, et savoir à quel moment on a un petit peu flanché, peut-être parce que le pic de forme était en baisse, ce genre de choses. Alors typiquement, sur le premier point que vous voyez là, donc mesurer la forme avant une séance stratégique, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore bien développé dans les sports. Je sais que dans l'escrime, ça se fait un peu. En décembre, on a accueilli Sarah Balzer, qui est numéro 1 mondial aujourd'hui en escrime. Et typiquement, elle, avant ses entraînements, elle fait des exercices de pliométrie pour savoir un petit peu quel est son niveau de forme. Et donc tout ça, c'est mesuré. Donc elle va soit faire de la pliométrie, soit elle va faire de l'explosivité, donc une barre à vide par exemple sur les épaules, faire un squat. Et le but, c'est de mesurer avec quelle vélocité elle a réussi à tendre ses jambes. Et donc, si un jour le coach se dit, ah bah tiens, là, tu as mis 2 dixièmes de plus, bon, peut-être pas 2 dixièmes, c'est beaucoup, mais allez, 7 centièmes, c'est crédible. Allez, tu as mis 7 centièmes de plus, et bah, si on voit qu'il y a un petit pic qui va un petit peu bas, potentiellement, on va détecter qu'il y a peut-être une baisse de forme et qu'il faudra adapter l'entraînement, surtout si c'est une séance spécifique, parce que les séances spécifiques, c'est les séances qui se rapprochent le plus de la réalité de la compétition. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer avec la patate connectée. On peut très bien imaginer voilà, une petite patate le matin avant d'aller à l'entraînement. Et si on voit qu'il y a vraiment un pic qui est descendant, on peut comprendre que soit il y a une gêne à l'épaule parce que l'épaule est très sollicitée, soit il y a tout simplement une baisse de forme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça détecte aussi du coup un aspect un petit peu prévention santé, à savoir si il y a une blessure qui commence à arriver ou non, et comprendre aussi si le mouvement a été bien exécuté ou non aussi. Donc voilà, je ne vais pas le redire. Nous, on place vraiment l'athlète au cœur du concept parce que déjà, chaque athlète a son propre style, sa propre spécificité. Chaque sport a sa propre spécificité. Et en fonction des décennies, le sport peut changer. Typiquement, aujourd'hui, on ne court plus un 800 mètres comme on courait un 800 mètres il y a 15 ans. Je ne vais pas vous raconter les détails parce que ce n'est pas le sujet du talk, mais on peut en parler après si vous me payez un café. Mais typiquement, pour placer l'athlète au cœur du projet,
Donc Megan, il a fallu faire face à plusieurs points, pas de friction, parce que ça s'est quand même plutôt bien passé, mais il a fallu anticiper plusieurs choses et vraiment travailler en bonne intelligence. Oui, complètement. Moi, personnellement, j'ai réussi à chaque fois dans mon parcours à m'entourer. Et plus j'avançais dans mon parcours, plus j'avais un staff qui prenait entre guillemets de la place, que ce soit la diététicienne, le préparateur physique, le premier, le deuxième entraîneur, et forcément les sparring partners qui ont un jeu et un rôle hyper important. À chaque combat, on n'a pas tout le temps cette chance-là, mais quand on sait qui on va affronter, on va travailler beaucoup sur de la vidéo, analyser la boxe de son adversaire, connaître les points forts, les points faibles, et nous, à ce moment-là, adapter. Un bon boxeur, c'est un boxeur qui s'adapte. Donc ça veut dire qu'à l'entraînement et à la maison, il aura quand même un panel technique et un panel stratégique et technico-tactique. Et des fois, il va gagner sans forcément avoir mis en place sa boxe. Il aura gagné parce qu'il aura fait ce qu'il fallait au bon moment et il aura boxé avec sa tête. Et ce schéma-là, cette analyse vidéo, il faut savoir qu'après, il faut qu'on se mette en accord avec notamment le coach, des lignes à tenir et des consignes à avoir. Et surtout, ce qui est important, c'est que même si on n'est pas forcément d'accord avec son coach sur les stratégies à mettre en place, bon, généralement, il a raison, mais c'est important d'avoir du recul et de pouvoir travailler vraiment ensemble pour atteindre l'objectif et la performance. Alors effectivement, déjà, il y a la confiance qui doit régner entre le coach et l'athlète, mais aussi la vision qui doit être commune. Mais au-delà de ça, quand une tierce personne, comme nous, par exemple, sinon on interfère un petit peu dans ce process et dans cet équilibre qui est déjà existant, déjà il y a une première étape, c'est donc de s'interfacer, c'est-à-dire parler le même langage. Donc nous, quand on a commencé à échanger, tous les deux, ou même avec Kevin, forcément, moi, je ne comprenais pas les termes techniques. Et vous, quand vous demandiez comment ça se passe en face, pareil, il y avait donc tout un exercice de vulgarisation qu'il fallait faire, mais d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est très important parce que si on veut un projet abouti qui a du sens et qui va servir sur le long terme, eh bien forcément, il faut avoir une vision transversale de tout ce qui se fait et sur. Merci. Et donc voilà, donc d'où l'importance d'avoir une intelligence collective, voilà, parler le même langage, faire du sur-mesure. Hein, j'y reviens parce que chaque sport a sa spécificité, chaque athlète a sa propre vision. Et, euh, et voilà. Donc, néanmoins, c'est bien beau de parler de mesures, de data. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que derrière l'athlète, il y a quand même un humain. L'athlète, c'est pas une machine. Et donc ça, c'est un débat qu'on a eu. On n'est pas forcément d'accord par rapport à ça, mais Oui. c'est pas grave. Hein. Non, je Euh, suis d'accord que l'athlète est un humain, ça, je suis. c'est ça. Tu fais bien de le préciser. Je me sens Euh, humaine encore, ça va. donc en fait, il y a une dimension psychologique quand on va mesurer un athlète. J'imagine que voilà, il y a peut-être un tiers de la salle qui a déjà utilisé Strava ici. Ah, j'ai jamais fait ça, et j'aimerais bien faire ça. Euh, Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui utilisent Strava? Ouais, je savais que c'était vraiment cool de faire ça. Ok, donc ouais, il y a un petit tiers de la salle qui utilise Strava. Et donc, je me souviens qu'à l'époque où j'utilisais Strava, il y avait des jours où j'avais vraiment la flemme d'aller courir, mais je savais que ça allait faire bien sur Instagram de montrer que voilà, j'avais fait 15 km alors qu'il fait 0 degré. Et je savais que ça ferait bien de dire que voilà, j'avais une moyenne qui était très très cool. Donc, effectivement, certaines fois, ça peut être une source de motivation pour les athlètes. À l'inverse, des fois, ça peut être très néfaste. Et j'ai un autre souvenir qui me vient en tête, c'était pas prévu. Excuse-moi, je sors l'anecdote. Mais quand j'étais à l'INSEP, une fois par semaine, j'avais un long footing de récup. Et c'est des footings de peut-être une heure 20. Et je ne pouvais pas m'empêcher de courir très vite. Un jour, on m'avait donné un chrono. Donc, c'était une Garmin à l'époque, une Garmin tactile. Bon, c'était pas pratique parce que dès qu'il pleuvait, tu pouvais pas t'en servir. Euh, mais j'avais fait une fixette sur une moyenne que j'avais fait l'année d'avant parce que j'étais en forme. Et du coup, même pendant la préparation foncière, où je suis pas forcément au top de ma forme, et je voulais à tout prix
avoir la moyenne sur mes footings qui était équivalente à celle que j'avais lors de mon pic de forme. Donc du coup, je vois qu'il me reste 15 minutes. Mais du coup, effectivement, mais toi tu vas partir. Du coup, en fait, c'était assez néfaste parce que ça m'obligeait à courir plus vite alors qu'en fait, je devais juste être en mode récup. Donc toi, comment tu vis le fait d'être mesuré au quotidien? Alors, je dirais que c'est une habitude et c'est important, comme j'ai pu le dire, savoir où est-ce qu'on en est dans dans nos stats, dans notre progression. Par contre, c'est vrai que ça peut générer un stress pour les personnes qui vont forcément se comparer à d'autres athlètes. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre, comment dire, même sexe, même poids, même niveau, pour qu'on relativise un petit peu les chiffres et qu'on prenne un peu avec des pincettes. Mais bon, faut remettre dans son contexte parce que quand on fait ce genre d'analyse, c'est vraiment un instant T avec un état de forme qui n'est pas forcément le meilleur. Et après, ça fait partie aussi des athlètes d'avoir ce challenge, cette concurrence entre soi. Ce qu'on disait, les fédérations, je parle des sports de combat, s'il y en a un qui n'est pas forcément en forme, il y a du monde derrière pour le remplacer, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Merci Mégane. Et je sais que tu C'est dois la y aller. dure réalité. Effectivement, il faut l'accepter. Et je sais que tu dois y aller. Donc, Merci. je te remercie d'être venu et d'avoir fait du mieux que tu pouvais parce que je sais que je t'ai déjà mis en retard. Donc, Non, désolé. Et ça merci va. beaucoup pour ta contribution à la patate connectée et pour ton intervention aujourd'hui. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Donc, mauvaise nouvelle pour ceux qui restent, c'est pas terminé. Il reste quelques slides. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un QR code ici et j'ai vu personne sortir son téléphone. Voilà. Donc c'est un article que j'ai rédigé il y a quelques semaines donc, sur ce que j'appelle la réalité, non, la fixation de la réalité sportive. Mais moi, je maîtrise peu de mots parce que voilà, j'ai inventé un peu ça comme ça, mais je trouvais que ça sonnait bien. Et puis ça me donne l'impression d'avoir inventé un concept. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit sur le fait que l'athlète, bah, quand il est mesuré, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. C'est que premièrement, une performance est une performance que parce qu'il y a un public en face. Je veux dire, si demain un mec va courir 10 km, mais que personne n'est au courant que 10 km est une distance officielle et qu'il n'y a personne à qui rendre des comptes, entre guillemets, bah, ce n'est pas une performance, c'est juste une sortie sportive. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est cette dimension-là qui peut en fait impacter et influencer donc le comportement de l'athlète. Et d'ailleurs, récemment, j'ai lu un commentaire sur le site de l'équipe. Ah bah c'est un article que tu m'as envoyé. Donc Dom, tu m'as envoyé. Merci. Ah, c'est bon. Donc tu m'as envoyé un article récemment, donc c'était sur l'intelligence artificielle et la data dans le monde du foot. Et bon, j'ai un peu lu l'article, et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est lire les commentaires à chaque fois. Et donc, j'ai lu le commentaire d'un des abonnés qui disait que potentiellement, ça n'avait pas de sens que de mesurer la performance des athlètes individuels dans un match de foot, parce qu'un mec, plutôt que de faire deux pas en arrière pour jouer le hors-jeu, il va peut-être préférer vouloir courir 2 km de plus juste pour les stats. Et on se rend compte que c'est un non-sens au plus haut possible. Euh, donc voilà concernant ce point. Néanmoins, je vous propose qu'on prenne un petit peu de hauteur pour... voilà, et puis moi, je vais un peu souffler parce que je me rends compte que je pars très vite. On va prendre un petit peu de hauteur pour voir bah, quels ont été les gains en fait, de cette approche donc tripartite donc, entre bah, les boxeurs, les coachs et nous. Donc, ce qu'on a observé, et c'est très intéressant pour ceux qui ne font pas de combat ou de sport de combat comme moi, c'est que lorsque Kevin Lelesadjo est venu dans nos bureaux il y a de ça un mois, donc c'était juste avant son titre de champion d'Europe. Donc il était très sec, il était en phase de, comment on appelle ça, de, pas de séchage, hein, mais de perte de poids. Phase de sèche, ouais. Hmm. Du cutting. Ok, ah, ça sonne bien, cutting. J'aime bien. Voilà, il était en phase de cutting. Et donc, vous voyez qu'il était à peu près à 82 kilos.
Ouais, c'était ça, ouais. Non, c'était même pas ça, non, je confonds. En fait, je me suis planté, il était à 76 kilos. Ouais. Donc, il était à 76 kilos quand il est venu, et donc on lui a demandé de frapper dans notre sac de boxe pour mesurer sa puissance et voir un petit peu quelle puissance il allait dégager. Et donc, à ce moment-là, il nous a dit ouais, mais là, je suis vraiment en mode sèche, donc ça va pas être révélateur de ma puissance. Et moi, je me disais, bon, c'est pas 6 kilos qui vont faire la différence. Sauf qu'après son combat de boxe, il est revenu frapper dans notre sac. Et donc là, il avait déjà repris 6 kilos. Donc c'était 10 jours à peu près après la première prise. Et là, vous voyez, c'est très intéressant. Il a gagné 7000 points sur sa puissance. Vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris, par exemple, en itérant, en explorant. Voilà. Et j'arrive à la fin. Vous pourrez poser vos questions après si vous voulez. Donc, au-delà des choses qu'on peut observer vraiment en itérant et en faisant l'exercice vraiment à fond jusqu'au bout avec l'athlète, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que la valeur, elle sera ajoutée vraiment si vous placez l'athlète et le coach et vous-même, parce que voilà, vous savez quelque chose, au même niveau, parce que chacun a une expérience et sa propre science à apporter. Et si en plus de ça, vous avez eu l'occasion d'être un athlète de haut niveau, bah alors là c'est jackpot là. Là, vous êtes bien pour ce genre d'événement, puisque vous aurez la version transversale avec ce qui se fait dans le haut niveau, vous comprendrez plus facilement l'athlète de haut niveau. Ce n'est pas un indispensable, mais je pense que c'est un plus. Donc, étant sur une bonne lancée, nous, on a prévu quand même des étapes à venir, notamment avec Kevin et Lessaggio, on en a un petit peu parlé déjà. Donc déjà, la première étape, c'est d'améliorer un peu notre punching ball. Allez l'essayer, hein, vraiment, je pense qu'il est déjà pas mal, mais il y a des choses à améliorer. Améliorer donc notre modèle de computer vision également, parce que voilà, il y a des choses à améliorer aussi. Ensuite, en prio 3, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pourquoi pas mesurer des données lors d'un combat réel. Donc, Kevin Lelesadjo a un combat au mois de juin. Clairement, on n'aura pas le temps de faire ça à ce moment-là. Mais dans l'idéal, pourquoi pas se projeter sur l'année, sur un prochain combat. Je pense que ça pourrait être intéressant et ça aurait énormément de valeur pour Kevin. Et en prio 4, là c'est encore une autre step, pourquoi pas l'aider à analyser ses adversaires pour savoir quels patterns ressortent souvent lors de matchs de ses futurs adversaires. Donc, voilà. Donc, je vous invite à défier Megan Amori et donc Kevin Ilsadjo sur notre stand. Frappez un coup dans le sac pour voir si vous arrivez à faire la même perf qu'eux. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, il y a un deuxième micro. Ah, je vois qu'il y a des questions. Je te passe. Enfin, je vous passe. Je vais faire comme si on ne se connaissait pas. Merci. Bon, c'était super intéressant. Ça marche, oui. Est-ce que tu peux juste nous décrire c'est quoi les technos mises en œuvre derrière en fait Ah, je dis pas de questions chiantes. Ah, il n'y a pas, de... non, non, blague à part. Donc, pour la puissance qu'on capte, en fait. Est-ce que en fait, c'est alimenté par les technos qu'on a vu aujourd'hui là, qui sont en focus sur le summit en fait aujourd'hui comme l'IA génératif. On voit que c'est surtout ça qui est mis en avant aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des technos comme Claude là, qui sont utilisés derrière ou est-ce que c'est d'autres choses Alors, c'est d'autres technos. Je voudrais répondre sur le premier aspect qui est donc la captation de la force. Voilà, c'est relativement simple, c'est de l'IoT. Nous, on a un accéléromètre placé au socle du sac de boxe. En fait, quand on frappe dessus, ça a une vibration. Et sur cette vibration, nous, on a ouvert une fenêtre d'une seconde 5 pour vraiment être sûr de capter tout le spectre de la vibration. Et à partir de là, nous, on va prendre le sommet de l'onde la plus élevée pour définir la force. Et en fonction de l'endroit où on va taper dans le sac, on fait une moyenne pour définir la force. Pour la partie... Merci. Pour la partie donc, computer vision, donc nous on est parti donc d'un modèle de reconnaissance qui existe déjà, donc c'est le Yoleo V8. Je ne sais pas si vous connaissez le Yoleo V8. Néanmoins, on a dû adapter donc ce modèle-là pour le fitter avec de la box. On a rajouté des points en plus. Et typiquement, quand vous êtes filmé sur notre stand, nous, notre modèle, il va reconnaître 17 points sur votre corps, genre le coude, le poignet, etc., vos ratios. Je crois que j'ai dit ça déjà. Et donc, à partir de là,
Nous, ça va nous définir déjà votre style de boxe et la qualité, parce que derrière, nous, je te fais peur. Parce que derrière, nous, on a entraîné notre modèle avec un bench. En fait, on a plusieurs photos de Kevin Lelesadjo, qui est venu à plusieurs reprises. On a pris énormément de photos pour pouvoir ensuite reconnaître qu'est-ce qu'une bonne posture, qu'est-ce qu'une mauvaise posture. Sauf que c'est pas juste un copier-coller de deux photos. Donc, par exemple, la tienne, si tu es en stand superposé sur notre modèle de référence, c'est vraiment un ratio qui est fait par rapport à la position de tes mains, de tes bras, etc. Je crois que j'ai répondu à la question. Ok. Alors, il y a une question derrière. Alors, Oui. Ah. Alors, nous, on n'a pas fait ça. Déjà, la première raison, c'est que nous, on explore le sport depuis pas si longtemps que ça. Bon, on a d'autres clients, je les cités, mais en fait, j'ai pas le droit de les citer. Mais un gros club de foot dans le sud de la France, voilà, qui une fois gagné avec des champions. Euh, voilà. Donc nous, on travaille avec eux sur ce type de, enfin pas ce type de sujet, mais on travaille déjà avec eux sur d'autres sujets. Et néanmoins, ce type de démo, nous, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on a développé ça, on a commencé à le développer il y a 3-4 mois. Donc on n'a pas assez de recul encore pour parler sur d'autres cas d'usage. Néanmoins, pour répondre à ta question, je pense que c'est envisageable de pouvoir avoir une approche où en fait, ce que nous on propose, c'est pas quelque chose qui va venir en substitution d'un coach, mais qui va plutôt l'aider. Je veux dire, tu as pris l'exemple de quoi? Du basket? D'accord. Donc pour les shoots, on peut très bien imaginer que on peut détecter que les personnes qui shootent facilement à 3 points et qui ont un taux qui est assez élevé, c'est parce que ce sont des personnes qui, au moment de shooter, ils ont un engagement, je sais pas, des épaules ou des bassins qui est beaucoup plus adapté. Donc ce genre de choses. Ou est-ce que j'ai d'autres exemples? Ou alors on peut faire de la détection ou du scouting. Et là, cet exemple est pertinent pour l'athlétisme, parce qu'il y a plusieurs disciplines, où on peut peut-être, après une série de tests, se dire, ah bah tiens, ça montre que tu as vraiment le profil pour t'orienter davantage vers le sprint que du demi-fond. Bon, ça, un coach à peu près aguerri peut le voir assez facilement. Mais entre le 800 mètres et le 1500 mètres, par exemple, là où la frontière est mince, bah, il y aurait des choses à explorer clairement de ce côté-là. Parce que je connais plein d'athlètes qui ont préféré aller vers une discipline parce que c'était leur discipline coup de cœur, alors que physiquement, ils avaient plutôt les capacités pour passer juste en dessous ou juste au-dessus. Et en général, quand ils bloquent pour les sélections de quelques dixièmes ou quelques centièmes, bah, ils se disent, bon, ok, c'est le moment, faut que je monte peut-être ou que je descende parce que je sais que je suis là et puis bah, faut que je laisse le plaisir de côté. Et ça arrive assez souvent. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Bah, ça aurait été malvenu de dire non quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 1 minute 49, c'est mon record sur 800 mètres. 1 minute 47, voilà. Non? Ok. Bon, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur notre démo, donc sur la partie Tech for Industry, je crois que ça s'appelle comme ça, cette partie-là. Hein. Il y a une partie dédiée au sport. Donc, vous ne pouvez pas nous louper. Il y a un punching ball, en fait, hein, c'est le seul du salon. Et donc, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent d'ici là, vous pouvez nous solliciter. Et puis voilà, je vous souhaite un bon salon. Merci.